Petite chronique loufoque des tribulations de Balbise en romancie, seconde version de la fantaisie romanesque. C'était un dimanche après la guerre, et j'étais encore à étudier le rapport de Brodeck concernant l'implication des frères Karamazov dans la désormais célèbre et scandaleuse affaire de l'Olympia de Manet. Cela étant dit, même si un loup est un loup, tout l'American Vertigo ne vaut pas une seule journée dans la vie d'Ivan Denisovitch. Par ailleurs, malgré un hiver de force et sous le coup d'une opprobre, Don Quichotte, en une spectaculaire rodomontade, s'était mis en chasse de tous les Cosaques du monde. Et tel un général dans son labyrinthe, avait fait appel in extremis au maître des illusions, ce qui nous a valu 100 ans de solitude et une guerre du goût qui s'est achevée dans la détresse et l'enchantement. Il n'en demeure pas moins que les bienveillantes du Café Robinson ont depuis belle lurette sombré dans l'abîme du temps. Tant et si bien que les mémoires de mes putains tristes ne sont plus colportées que par quelques vénérables clochards célestes. À preuve, demandez aux mangeurs d'étoiles si le livre de l'intranquillité fait toujours état du nom de la rose, et si les entretiens de Confucius peuvent encore apporter quelque éclairage réconfortant sur la condition humaine. Or, il ne faudrait jamais oublier que l'œuvre au noir, malgré un huis clos top secret, fait, paraît-il, mention d'Ulysse. Peut-être s'agit-il en fait d'Alice. Oui, celle du pays des merveilles. Bon, enfin, peu importe, puisque le cantique des plaines, telle une symphonie pastorale, nous rappellera toujours à quel point tendre est la nuit, et que le zoo humain n'est peut-être qu'une divine comédie, avant que d'être une comédie humaine à la recherche du temps perdu. Vous souvenez-vous qu'au temps du fleuve Amour, Ilona venait avec la pluie, et que les bosquets de lotus bleus masquaient subtilement le mystère de l'ombre jaune. En ces temps anciens, les chants de Maldoror nous accompagnaient presque toujours jusqu'aux îles de la nuit, pendant que le loup des steppes, en suivant la voie royale, récitait inlassablement les sublimes poèmes à loup. Nous étions tous alors des voyageurs du temps, lancés à l'assaut de l'ineffable montagne magique. Nul ne proclamait l'éloge de la fuite, car jour après jour, c'était la fête à Venise, et le gai savoir n'était pas encore entaché par les sombres et austères syllogismes de l'amertume. Mais puisque le soleil se lève aussi, ainsi en va-t-il quand le roi se meurt. Car pour qui sonne le glas quand le cristal et la chimère s'enfoncent doucement dans la nuit américaine, malgré la malédiction des sorcières de Salem? En revanche, du côté de chez Swann, et en attendant les barbares, les âmes mortes devisent sobrement sur les vicissitudes de la vie depuis la naissance de la tragédie. Mais, comme chacun le sait, nous sommes manifestement entrés maintenant, et de plein pied, dans l'ère de la société du spectacle, et nous pouvons ici, à loisir, et tous les jours, célébrer la grande fête de l'insignifiance. Il fut un temps où le buveur de lune, dans l'écume des jours et à l'ombre du vent, nous chantait les délicats délices de l'île mystérieuse, sous les soupirs mauves de la nuit. Mais depuis les versets sataniques, l'angoisse du roi Salomon n'a cessé de croître, malgré son retour à Ixtlan, où l'herbe du diable et la petite fumée le soulagent momentanément de l'inconvénient d'être né. Puis un jour, quelqu'un s'est levé et a dit « Ainsi parlait Zarathustra ». Et depuis ce temps, les roses d'Atacama et les cyclamènes de Citer n'ont de cesse de faner avant que d'éclore. Et la bande à Guignol, en fait, quelques misérables hobereaux valétudinaires, donc la bande à Guignol, ne récite plus que des poèmes saturniens, malheureux de s'être furtivement fourvoyés dans une perfide saison en enfer. Et c'est dans le rarissime livre des leurs qu'on a pu enfin estimer tout le poids de l'insoutenable légèreté de l'air. Et c'est dans l'étrange conspiration des ténèbres qu'on a pu retracer l'origine de la trahison des testaments français. Et c'est donc à cette époque lointaine que s'est amorcé le grand voyage au bout de la nuit.
Et tel Jacques le fataliste, l'étranger doit désormais renoncer à tous les atermoiements et assumer sa danse infernale avec le diabolique docteur Faustus, et ce en plein cauchemar climatisé. Te souviens-tu de nos jours tranquilles à Clichy, alors que le petit prince folâtrait dans le matin des magiciens, que les chroniques matinales n'en avaient que pour la promesse de l'aube, où démons et merveilles exultaient comme diables au paradis? C'était le temps des prodigieuses illuminations en mer de la tranquillité, et les vieux qui lisaient paisiblement des romans d'amour à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais attention, on me dit que le train sifflera 3 fois. Et nul n'aurait songé un instant que le monde de Sophie se métamorphoserait en une suite tragique de dialogues en ruine et que le choc du futur, en une peste poussive, allait engendrer tout un déluge de fleurs du mal, et qu'en attendant Godot, l'homme rapaillé oscillerait dangereusement entre l'être et le néant, hanté par le terrible choix de Sophie. Et c'est sur de bien tristes tropiques que Maître Renard et Maître Corbeau se payèrent tout un fameux rigodon à l'appel sinistre du crépuscule des dieux. Évidemment, si on envisage le monde selon Garpe, il se pourrait que de sévères considérations intempestives puissent engendrer de fréquentes et vulgaires algarades, puisque tout reposerait alors sous l'emprise ésotérique des 7 boules de cristal. Et c'est dans une tempête incroyable que nous partîmes un jour, plus résolus que jamais, à trouver le fabuleux trésor de Rackham le Rouge, toujours enfoui sous le sceau du secret de la licorne. Toutefois, cette mémorable odyssée ne pouvait qu'être vouée à l'échec, car il est écrit dans le discours de la méthode que l'évolution créatrice du singe nu ne peut que produire un dédale de fouillis inextricable d'où émanera une délicieuse et chatoyante sensation de nausée à saveur de guerre des mondes. Voilà qui est humain, trop humain peut-être. Prends garde à la douceur des choses, me dis-je pensivement, car au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Or, faudrait-il donc tout de suite réinventer l'histoire d'eau, sous la forme d'une nouvelle Iliade, où Pantagruel et Gargantua pourraient gambader allègrement sur les vertes collines d'Afrique, et même aller s'ébrouer candidement dans les neiges étincelantes du Kilimandjaro? D'aucuns proposent la cantatrice chauve. Je crois plutôt qu'il faudrait y adjoindre quelques vertigineuses Nadja, et même quelques mystiques Lolita, nous permettant ainsi de renouveler l'immense cantique des cantiques. Certes, lors du jour le plus long, toutes ces vaines calampredaines issues de la grande pastorale américaine évoquèrent pour moi l'année du tigre, où le peintre Willem de Kooning, d'un air docte et philosophe, fumait un des fameux cigares du pharaon. Et c'est sur la route de l'exil que les saisons de la nuit nous révélèrent l'ampleur des ruines du ciel, et c'est dans le bruit de la neige nitescente que nous eûmes enfin accès au mystérieux quatuor d'Alexandrie. Finalement, sous le coup d'un facteur émotif, j'ouvre mon journal de bord, ou, si vous préférez, mon carnet de nuit. Bon, j'y note succinctement qu'au-delà du fleuve et sous les arbres, il nous faudra toujours pouvoir y entendre un hymne à la joie, pour que cette terre des hommes ne devienne pas qu'un vaste foutoir, où le bruit et la fureur reporteraient sans cesse la féerie pour une autre fois. Et voilà. Eh bien, que la féerie grande ou petite vous habite, encore de temps à autre, sinon, malheur à nous, pauvres humains. Et puis, à la prochaine, si Dieu veut bien nous conduire sur une trajectoire d'algorithme favorable. Recommence-les. C'est comme ça. C'est comme ça. Santé, mon Jean.